toutes les superstars ont leur revers, qui est un super pouvoir, évidemment. Toutes les choses les plus difficiles, tant qu'elles nous laissent vivants à ce monde, elles nous donnent aussi souvent des choses proportionnelles. En tout cas, je le crois. Du coup, on va passer à la phase de l'interview où je vais te poser des questions assez rapides et où les réponses le seront tout autant pour voir ce qui sort. Maintenant qu'on a passé autant de temps ensemble, on va voir ce qui sort à ce moment-là. J'aime bien, moi. Ça me fait rigoler. Parfait. Donc, on va voir. Pour toi, à quoi servent les émotions? Alors ça dépend lesquelles en fait. Chaque émotion véhicule des informations et en fait ce sont des messages qui nous permettent en gros de ressentir notre positionnement par rapport à un sujet. Et donc voilà. Et la réponse plus détaillée à cette question impliquerait de rentrer dans chacune des émotions parce que chacune comporte un message différent. Voilà. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Je pleure assez souvent. En fait, pour moi, c'est une question d'hygiène. J'ai été un mec qui, comme beaucoup de mecs, se cachait pour pleurer, voire ne pleurait pas du tout, voire se gargariser d'être invulnérable et imperméable aux émotions. Et en fait, mon chemin thérapeutique m'a amené exactement à l'inverse de ça. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et en fait, je crois qu'à certains moments, j'aime pleurer, ça me fait vachement de bien. Il y a même eu une période dans ma vie où j'arrivais à pleurer quasiment tous les jours et je le vivais très bien parce que c'était vraiment un truc de comme on pourrait rire à un grand moment 10 minutes par jour, et là aussi pleurer ça fait partie d'une circulation à l'intérieur et d'un décrassage, dégazage j'aime bien dire. Et voilà. Donc la dernière fois que ça m'est arrivé, ça devait être la semaine dernière. De quoi as-tu le plus peur aujourd'hui? C'est assez compliqué, mais je vais prendre une notion transgénérationnelle. Je pense que ce qui me fait encore le plus peur aujourd'hui, c'est d'être moi-même le véhicule des traumas que j'ai subis. Et donc, au sens symbolique, on dit marcher dans les mocassins de son père. En tout cas, une de mes plus grandes peurs aujourd'hui, c'est de pas réussir à être quelque part un filtre voilà pour tout un tas de choses qui se transmettent de génération en génération depuis très longtemps, qui passent par moi aussi, je le sais. Et mon travail de mise en lumière justement, il consiste aussi à essayer de casser certaines transmissions comme ça. Et donc moi par rapport à mes traumas, je suis encore assez identifié à ça. Je travaille moins à être identifié à ça, mais c'est encore très présent aujourd'hui. Donc je pense que c'est, pour être très honnête, c'est encore ça mes grandes peurs intérieures. Quelle place occupe le doute pour toi? C'est une place à l'endroit de la gourmandise. J'adore ça, c'est sain, c'est fun. Parfois, ça peut même être une sorte de gymnastique et de jeu qui peut devenir stérile quand c'est trop envahissant, que c'est tout le temps. Mais le doute, c'est la garantie de pas finir bigot, de pas finir fanatique, de pas devenir aveugle. Et donc c'est une énergie que je trouve assez salutaire quand elle ne nous empêche pas d'être dans le présent et dans l'action. Quand as-tu honte pour la dernière fois? Oh. J'ai honte très très souvent. En fait, maintenant que je travaille dessus, j'ai fait aussi un travail, on va dire, de essayer de m'habituer à ressentir et d'être attentif à quand ça se manifeste. Et je dirais pas plus tard qu'hier.
Quelle place occupe la colère chez toi? Alors, tout à l'heure, on a parlé comme ça d'un schéma un peu virtuel où il y a la peur, la honte par-dessus, la culpabilité qui mélange colère et tristesse. Dans le travail thérapeutique, je fais des résumés, je simplifie très souvent. Le chemin consiste à essayer de faire le tri entre tristesse et colère qui crée une espèce de boue intérieure, qui est une zone opaque, qui nous font nous sentir coupables parce qu'on n'arrive pas à distinguer les tenants, les aboutissants. On constate que chez les individus, souvent, la colère et la peur peuvent être l'une au-dessus de l'autre. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui connectent très facilement à leur colère, des gens qui connectent très facilement à leur tristesse. Et voire même ça évolue dans les moments de la vie. Moi, j'ai été une personne extrêmement en colère. Quand j'étais adolescent notamment et jeune homme, d'où mon parcours voilà dans le milieu de la radicalité politique et d'ailleurs dont j'ai gardé une certaine fibre, un certain regard acerbe sur les choses et sur le monde et c'est une énergie en fait qui a été extrêmement motrice et aussi qui au point de m'empêcher de pouvoir jouer le jeu de la vie à un certain moment. Donc il a fallu que j'arrive à résorber ma colère pour pouvoir notamment faire ces grands sauts dans la dissonance cognitive comme travailler au Figaro. Et, euh, et au point que aujourd'hui, bah, j'ai l'impression à l'intérieur d'avoir du mal parfois à la faire émerger et à la contacter. En tout cas, c'est quelque chose que je trouve très sain. Pour moi, la colère, quand je la sens venir, je la chéris et j'essaie de lui donner place parce qu'elle me renseigne sur un moment, un endroit où je suis pas aligné avec mes valeurs, avec mes besoins et où mes besoins n'ont pas d'espace pour être entendus. Et donc, voilà, c'est quelque chose avec lequel je pense notre société gagnerait à se réconcilier. Et je suis souvent très méfiant et inquiet des personnalités, des parcours de soins et des parcours de foi qui mettent la colère à distance comme quelque chose de forcément négatif, une polarité dont on ne veut pas. Et en fait, ces gens-là, sous couvert parfois de communication non violente, peuvent être extrêmement violents, extrêmement froids, extrêmement durs en fait, tout en prétendant mettre à distance la colère et compagnie. Donc en fait, voilà, je pense que c'est un moteur qui m'a beaucoup animé, qui par la force des choses et à cause de mon parcours sera toujours présent. Maintenant, voilà, j'essaie que ce soit pas un guide uniquement, mais plutôt un outil. Tu as beaucoup utilisé l'expression jouer le jeu de la vie. Alors je vais te demander de compléter cette phrase. La vie est un jeu et de trouver un adjectif pour compléter. La vie est un jeu et il n'y a pas de point de sauvegarde. Hmm. J'ai Là, une dernière question pour toi. Vidéo. Voilà. J'ai une dernière question pour toi et là on peut prendre le temps justement. Est-ce que tu t'aimes? Et si oui, est-ce que tu veux bien nous parler de comment tu t'aimes? Alors, c'est un long chemin. C'est un long chemin. Je viens du coup d'un parcours traumatique dans lequel l'autodétestation a une place très 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 importante. La croyance d'être une sorte de chose difforme à ce monde, inadaptée. Et donc, il a fallu cheminer beaucoup, avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de vide à l'endroit de l'estime de soi. Là, aujourd'hui, j'ai fêté mes 40 ans le 21 septembre, donc il y a un mois. Et quelque chose que je me suis dit, c'est que je me sens plus heureux à 40 ans qu'à 30 ans, 20 ans ou 10 ans. Et donc, je pense que je suis plus proche de m'aimer que je ne l'ai jamais été. Maintenant, c'est encore un combat de tous les jours pour me donner la priorité.
Et quand je dis me donner la priorité, c'est pas une démarche égoïste et égocentrique de faire passer ma gueule avant les autres, c'est plutôt de me mettre à l'endroit de prendre suffisamment bien soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. Parce que par la force des choses, ça fonctionne comme ça. Et une des manières du coup de m'aimer, il y en a plusieurs hein, qui me viennent, mais c'est de me parler correctement. C'est-à-dire, ça peut paraître un peu abstrait, mais d'arrêter de hurler sur mon enfant intérieur quand il est en panique, quand il fait des conneries, quand il est rétif, souffrant, angoissé et compagnie, d'arrêter d'être dans la marche forcée, la violence qui est analogue à celle que j'ai pu subir enfant. Et donc, ça peut passer par des choses qui peuvent paraître abstraites, mais 2 fois dans des pratiques thérapeutiques, j'ai pu me faire un câlin à moi-même. Et ça, c'était un moment très fort. Moi, je l'ai vécu comme un câlin que mon grand moi faisait au petit. Ça peut être aussi à des moments de panique où ça déborde à l'intérieur, les tensions sont trop fortes, les enjeux débordent et où au lieu de m'infliger un peu à la schlag un coup de pied au cul pour jouer un cran au-dessus, je vais prendre le temps d'accueillir, de laisser passer. Souvent, moi, je joue de la musique, et donc ce que je fais, c'est que j'essaie de parler à ce qui est perturbé à l'intérieur. Alors chez moi, c'est un ours. Je le visualise comme ça. Donc je parle à mon ours intérieur et je lui dis ok, on va prendre un temps. On va prendre 5 minutes et je vais te jouer une chanson et tu vas danser. Et quand la chanson sera terminée, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Et donc je lui rends hommage. C'est-à-dire qu'au lieu de forcer la chose, de chasser le truc, j'essaie de faire passer littéralement hein, le moment intérieur émotionnel beaucoup trop fort, beaucoup trop intense, qui pourrait conduire soit à me réfugier dans un comportement d'évasion ou au contraire à rester paralysé dans ma souffrance. Je lui aménage un espace pour que ça se fasse dans le respect finalement de moi à moi, hein, de mon ressenti, et puis faire passer cette chose avec douceur et même pourquoi pas sourire, même si c'est dur au moment où c'est vécu. Donc voilà, je sais pas si c'est accessible, compréhensible ou concret. Si. Merci pour ton partage, vraiment. Je me pose la question, alors avec aucune obligation de ta part de répondre à cette question, tu as évoqué des traumas, tu as évoqué la nécessité de sortir de la honte en exprimant. Donc je t'ai pas posé la question de savoir si tu avais envie d'en parler, mais je te la pose et on en fait ce que tu veux. De mes traumas, tu parlais d'une enfance traumatique avec des traumas qui ont été cités à beaucoup de reprises comme étant justement des déclencheurs forts pour toi. Tu auras pu le comprendre parce que j'ai employé cet exemple-là que je connais bien, mais je viens d'une famille où il y a le sujet de l'inceste, du coup, et qui a pu être du coup mis au jour. Mais plus le travail de mise à jour se fait et plus on constate probablement comme dans toutes les familles où ça se passe, hein, qu'il y a une grande ampleur et des ramifications transgénérationnelles et compagnie. Et donc j'ai vécu ce trauma paroxystique là et tout un tas de traumas corrélés, en tout cas que moi j'estime corrélés, qui sont liés aux conséquences de qu'est-ce que c'est maintenir un clan fusionnel dans lequel les corps sont disponibles et dans lesquels il n'y a pas de frontières, pas de limites, dans lesquels les normes du bien et du mal sont complètement inversées. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui étaient de l'ordre de la norme dans mon champ éducatif, qui ont en fait déconné complètement. Il y a eu, j'ai eu des parents un peu escrocs aussi. Et donc il y a eu tout ce truc-là de mes parents qui étaient mis dans la honte par la justice et mis dans la honte par leur comportement, par leurs amis, par la famille, parce qu'ils avaient, en plus de leurs manquements éducatifs qui ont rendu possible des situations d'inceste, ils avaient eux en plus des comportements répréhensibles et réprimés d'ailleurs. Et donc il y a eu tout
tout ça à traverser, et puis aussi les conséquences sur soi. C'est-à-dire, j'étais un petit garçon bizarre moi à l'école, hein, et donc j'ai été très vite mis au banc de l'école, j'ai été vite ostracisé dans la classe, et à certains moments, je suis devenu gros, voilà, enfin j'ai été harcelé, après je suis devenu moi-même harceleur, enfin bon, il y a voilà tout un parcours, mais dont la matrice première est probablement celle de l'inceste. Ouais. Ok. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage, pour les éclairages que tu as pu donner tout au long de notre échange. Je te souhaite le meilleur avec justement cette réflexion en cours sur le sujet de la honte et tous les sujets qui t'occupent actuellement et tous les projets que tu es en train de mettre en place. J'ai pris un plaisir vraiment très très grand à passer ce moment avec toi. J'ai été ravi de croiser Axel, j'ai été ravi de voir le spectacle que vous avez mis en scène ensemble, que vous avez produit et que vous avez construit ensemble. Peut-être un jour, je recevrai le 3e larron de la bande, je sais pas. Ce que je soupçonne justement, vu que vous travaillez ensemble avec ton frère, c'est que au moins avec lui, vous avez quand même réussi à une cohésion et quelque chose qui fait que la famille existe quand même pour toi. Et ça, je m'en réjouis. Et puis les familles qu'on reconstruit avec une partie vraiment de la famille du sang et une autre partie avec la famille de cœur, c'est très beau. Donc c'est très touchant. Voilà, donc merci pour tout ça, merci pour ton témoignage, merci pour ton éclairage. Merci à toi. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter? Ouais, je voudrais rajouter une chose, c'est quelque chose de fondamental à l'endroit de la honte, c'est que on ne peut pas faire ce chemin ni à marche forcée ni dans la brutalité. Et que on peut se mettre vraiment en difficulté si on essaye de forcer les choses, si par exemple on a un mal-être et qu'on a l'impression qu'en tirant cette ficelle-là, tout pourrait se résoudre. Parce que parfois ça peut faire cet effet-là. Et c'est vrai que le sujet de la honte, il est tellement énorme que ça peut faire un effet d'épiphanie, de se rendre compte qu'en fait, en se libérant de tout un tas de ces choses-là, ça pourrait être très facile. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de chemin de traverse. Et voilà, je voudrais insister sur faire attention à toutes les belles promesses autour de ces questions-là, qui vous disent que en un claquement de doigts, en voilà une opération, n'importe quoi, on va mettre vos hontes de côté, on va les cacher sous le tapis et on ne va pas faire le travail de reconnaissance, de conscientisation, de ressenti qui est long et qui n'est pas agréable et qui n'est pas un chemin facile pour personne en fait, et c'est parce qu'il n'est pas agréable et pas facile qu'il est opérant. Et voilà, donc je voulais pointer ça parce que je crois que on ne naît pas pervers. On parlait tout à l'heure de Boris Cyrulnik qui dit les pervers n'ont pas de honte. Je crois que les pervers, en fait, les hontes quelque part à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui est un peu cristallisé. C'est une peur en fait qui est devenue, qui s'est cristallisée, qui est devenue presque solide. Les gens pervers sont des personnes qui ont fossilisé leur honte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de retour en arrière, on ne peut pas décristalliser. Ils ont coulé du béton à cet endroit-là. Ils ont essayé, pour faire un symbole, de passer de la case départ à la case arrivée sans faire le jeu de loi. Et donc attention à ces promesses-là, parce qu'on peut à la fois s'abîmer soi et aussi être conduit à abîmer les autres. Je souscris tout à fait à ce que tu viens de dire et j'ajouterais même que il s'agit finalement de mourir à soi d'une certaine façon dont on s'est connu pour renaître à soi et que on fait pas l'économie de cette mort pour renaître d'une certaine façon. Tout à fait. C'est là l'inconfort. Et ça peut paraître paradoxal, mais mourir à soi pour renaître, c'est le chemin de la vie. Et c'est comme ça qu'on reste pas coincé dans une phase de vie. Et je pense que c'est comme ça qu'on évite de devenir vieux. Ça, c'est le vrai secret. C'est d'être capable, jusqu'à la dernière minute, de mourir à soi-même pour renaître, à des petits endroits et à des grands endroits. Et là, si le corps peut devenir très vieux, je pense que l'esprit reste toujours jeune et vivace.
Super conclusion. Bah écoute, je te souhaite bon chemin. Je te dis à tout à l'heure pour la conclusion et puis je te laisse dans les mains de Gaëtan qui va venir partager avec toi comment il a vécu notre échange et les petites questions qui lui restent à te poser. À tout à Ça l'heure. marche. À toutes. Merci beaucoup Marc. Mathieu et toi avez réussi à, de mon point de vue, créer une interview très dense. Je me disais que il y a plein de choses qui me sont arrivées moi aussi dans ma vie, comme tout être humain, et il y a beaucoup de choses que tu as évoquées qui m'ont touché, tout simplement. Si jamais, dans ce que je vais essayer de synthétiser, tu t'aperçois que je ne suis pas tout à fait raccord avec ce que tu as pu dire ou que je déforme tes propos ou ta pensée, n'hésite pas à m'interrompre de façon à pouvoir reformuler. Ça marche, c'est noté. Ok. Tu as parlé tout à l'heure, au tout début de votre interview, la formule je l'ai trouvée jolie, maître du narratif. Donc tu avais cette vision-là par rapport à ton art autour de l'écriture, à ton art autour du fait de raconter. Tu as parlé aussi des émotions que tu avais ressenties. Alors tu n'as pas précisé, tu as dit à un certain âge j'ai ressenti des émotions très fortes. Est-ce que tu pourrais juste, sans revenir dessus, évoquer vers quel âge c'est arrivé ces émotions? En tout cas, toi, tu le perçois, tu as l'impression, c'était vers quel âge dans ton parcours? C'était autour de 9-10 ans. En fait, avant ça, j'étais frappé de ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Donc, j'ai une part de ma vie où j'ai assez peu de mémoire propre. Et ça commence vers l'âge de 9-10 ans où je suis submergé de manière assez inexplicable pour moi à l'époque, d'émotions très intenses dont je ne comprends pas l'origine ni le mécanisme, et donc ça va durer tout au long de mon adolescence, hein, et jusqu'à ce que j'arrive à trouver des moyens pour calmer ça et pour pouvoir vivre au quotidien. Donc voilà, c'est la réponse que je peux faire, je dirais, autour de 9-10 ans. C'est vrai que c'est des choses que parfois on entend en interview, cette difficulté à avoir une mémoire avant les émotions fortes. Donc toujours sur cette idée de les gens puissent se reconnaître parfois dans les choses qui sont évoquées. Je trouve ça intéressant que tu évoques cet âge, merci. Tu as parlé de la capacité de la dissociation, de ce fait de se voir en méta, que c'était une façon, sans doute, et j'aurais tendance à être tout à fait d'accord avec toi, une façon d'essayer de survivre par rapport au chemin, ces émotions qui sont parfois trop fortes à gérer sur le coup, et le fait de regarder ça un peu comme si on se regardait dans la situation, dans la salle de cours, ou dans la situation que l'on vit, peut être une solution, et cette dissociation qui parfois reste un réflexe de vie, et tu as évoqué le fait de réapprendre le sensitif en direct, que cela, c'était quelque chose qu'il fallait apprendre en fait, après s'être dissocié. Tu as parlé de l'orgueil, qui était un état de fait, qui était aussi quelque chose dont on a besoin, et sans trop croire aux histoires que l'on se raconte, parce que ça peut se retourner contre soi. Tu as dit ça peut nous faire très mal, et je me suis dit quand tu as expliqué ça, qu'il y avait comme une impression pour moi que tu avais vécu cette sorte d'orgueil, d'histoire que tu te racontais et de retour qui fait très mal. Ou est-ce que c'est qu'une impression et il n'y a pas un exemple derrière en particulier? Et si tu veux bien le partager, bien sûr. Ah si, évidemment, ça parle de vécu, et notamment, je pourrais prendre pour exemple le jeune homme que j'ai été, qui était animé par une énergie militante politique très intense, et avec la croyance justement que c'était bien que les gens comme moi, les gens qui me ressemblent, qui pensent les mêmes idées que moi, prennent le pouvoir, changent le monde, dictature du prolétariat, blablabla. Et oui, et de ça je suis revenu, et à certains moments avec souffrance et difficulté, ouais, il y a eu des désillusions assez sévères et assez profondes dans mon positionnement au réel. On voit aujourd'hui d'ailleurs, pour les gens, on va dire, qui ont des convictions similaires aux miennes, on traverse une période d'ailleurs qui est pas facile à ce sujet, hein, de déchirement, de comment se pointe du doigt. Je pense par exemple à la NUPES, hein, en particulier, qui en ce moment c'est vraiment le théâtre de Guignol où on s'entretue, on se court derrière avec des bâtons, et tout le monde cherche des raisons pour se taper dessus, et c'est un peu désespérant. Et voilà, ce genre de choses, par exemple, dans mon parcours, ouais, ça a été
Ça a été l'expérience que tu décris exactement. J'aurais une question d'ailleurs tout à l'heure sur ta vision des hommes politiques. Voilà, ça a raccord avec ça. Tu as parlé de démocratie représentative et en fait, je voulais tout simplement te remercier de mois à mois d'utiliser des mots qui ont du sens. Effectivement, souvent les médias, quand tu parlais tout à l'heure des chaînes d'infos, vous parlez de démocratie. Et si on est un peu plus précis, on est quand même dans une démocratie représentative. Après, et j'enverrai les gens évidemment à cette partie de l'interview, tu as évoqué là où on en était, qui est peut-être plus déficient que cette démocratie représentative, mais voilà, les mots ont un sens et simplifier parfois est une manipulation, de mon point de vue. Tu évoquais la honte et j'ai noté la honte comme un rupteur. Tu as parlé de le coupe-circuit. Et je me suis demandé, la honte et la sidération, d'ailleurs vous avez évoqué avec Mathieu le terme de sidération, est-ce que tu arriverais à faire une distinction entre la honte et la sidération? Est-ce que l'un va vers l'autre? Est-ce qu'il y a une différence? Alors, ce que je vais dire là est non scientifique et c'est vraiment le fruit de mes réflexions personnelles à l'instant T. Donc voilà, ça n'engage que moi. Ce que j'en comprends, j'ai l'impression de manière instinctive, c'est que c'est complètement lié, la sidération et la honte. En fait, la honte nous met dans la sidération quand elle se manifeste de manière extrêmement intense. On revient à ce qui a été dit dans l'interview, c'est que si on regardait la honte sous un microscope, la molécule qui la constitue, c'est de la peur. Et on dit souvent, en fait, la sidération, c'est une des 3 grandes réactions possibles à la peur. Si on peut, quand on a très peur, on résiste, on combat. Si on ne peut pas résister au combattre, on s'enfuit. Quand on ne peut pas faire les 2 premiers, on est sidéré, on fait le mort. Dans le règne animal, ça se traduit comme ça, c'est-à-dire que face au prédateur, on va faire le cadavre et du coup, pour pas être appétissant et que le prédateur croit qu'il va s'empoisonner. Et la sidération, en fait, c'est un peu cet état-là. C'est un moment où on perd tous ses moyens, on fait le mort, et ça va jusqu'au point, effectivement, où la mémoire peut s'éteindre. C'est-à-dire qu'on a des moments d'amnésie traumatique. Et en fait, c'est tout simplement notre système mental, psychologique qui est très bien fait et qui a des systèmes de sauvegarde pour pouvoir gérer des intensités qui seraient insupportables, en fait, qu'on pourrait pas encaisser au quotidien tous les jours comme quelque chose d'encore vif. Et du coup, bah voilà, il y a cette capacité de coupe-circuit. Donc la sidération et la honte, pour moi, c'est vraiment corrélé. C'est difficile d'ailleurs de vraiment faire le distinguo. Peut-être on peut se dire à chaque moment où vraiment on a été en sidération a commencé à se cristalliser dans notre personnalité un pilier de la honte. En tout cas, j'ai cette intuition là. Ok. Ça me fait penser à subir et en jouant sur les mots, subir et subite. C'est pas très loin, et il y a cette notion-là de c'est quelque chose à laquelle on ne sait pas, quelque chose auquel on ne s'est pas préparé, et c'est le moment où on subit. Est-ce que ça évoque? Tout à fait, ouais, c'est complètement ça. Donc l'intensité et la spontanéité, la non-préparation, et peut-être que le fait de se mettre en méta, et là tu pourras me le dire mieux que le fait de se mettre en méta, c'est une façon peut-être de ne plus revivre la même chose, justement en essayant de voir les choses arriver, en essayant de comprendre les choses pour ne plus être dans une posture de subir subitement? Alors, effectivement, quand on parle subir subitement, moi j'ai l'image vraiment de la foudre qui tombe sur le paratonnerre. Ouais. Et c'est un peu des moments dans la vie où la foudre nous tombe dessus, quoi. Et on est séché. Et en plus, ça va nous laisser une marque, probablement pour très longtemps, peut-être à vie. Moi, je crois que ces marques-là ne s'en vont pas. Et donc en fait ce passage en méta, en fait c'est surtout ce qu'on sait faire de mieux pour survivre à la foudre. Donc au début en fait c'est une réaction automatique qui se met en route, on ne sait même pas comment c'est produit et comment ça se passe, et avec le temps il s'avère d'ailleurs que les gens qui subissent des traumas sont amenés à en subir d'autres très souvent. C'est pas systématique, mais c'est souvent le cas. Et du coup, on a cette habituation qui se fait, on a ce savoir-faire finalement qui nous permet de nous mettre en méta, et aussi qui devient au bout d'un moment un super pouvoir, parce que quand on a survécu aux situations traumatiques et qu'on est capable de se mettre en méta, on devient
justement des observateurs attentifs. On devient capable d'affronter des situations que beaucoup de gens fuiraient. Voilà, on devient capable parfois de sang-froid même dans des situations qui feraient partir tout le monde en panique. Ok, c'est là où tu rentres avec un super pouvoir après avoir pris conscience de tout ça, de toute cette mécanique. Toutes les super stars ont leur revers qui est un super pouvoir, évidemment. Toutes les choses les plus difficiles, tant qu'elles nous laissent vivants à ce monde, elles nous donnent aussi souvent des choses proportionnelles. En tout cas, je le crois. Ok, l'intensité comme une sinusoïde. Le haut Exactement. et le bas, mais il y a aussi le haut de puissance. Exactement. Alors, tu as parlé des médias, c'est un de mes dadas, j'enseigne les médias à l'université. Donc, j'ai savouré le passage. Je me suis dit, et j'avais envie de l'évoquer avec toi, parce que vous avez parlé de l'objectivité avec Mathieu. Et j'ai l'impression, alors c'est une impression, ça m'appartient, mais je voudrais justement l'évoquer, qu'on est passé d'un monde de journalistes à un monde soit de chroniqueurs, soit d'éditorialistes. Et j'ai l'impression que de plus en plus, ils ne se définissent plus comme des journalistes, mais comme des éditorialistes, ce qui leur permet d'avoir une sorte de grande liberté dans ce qu'ils peuvent dire de vrai ou de pas vrai, j'ai presque envie de dire ça. Et que, comme tu l'évoques, à un moment donné, finalement, l'objectivité, oui, c'est une fake news, comme dirait un homme politique. Et est-ce que pour toi, tu as cette impression vraiment que le rôle du journaliste s'est transformé en autre chose ou pas, qui n'assume plus peut-être ce côté « je suis journaliste » avec cet essai, je dis pas qu'on y arrive, cet essai de neutralité pour plutôt faire du buzz? C'est un très vaste sujet. Plusieurs choses. Je renvoie à l'étalon référence du journalisme aujourd'hui en France, c'est Albert Londres. Vous savez, il existe le fameux prix Albert Londres qui est l'équivalent des Césars du journalisme. Quand on lit Albert Londres, comment est-ce qu'il faisait du journalisme aujourd'hui, c'est complètement hallucinant. Hein. Il participait complètement à ce qu'il allait couvrir, c'est-à-dire il allait couvrir une révolte en Égypte, il prenait le fusil, montait sur la barricade, il allait au bordel, il se bourrait la gueule et il racontait. Ses reportages, c'était du gonzo journalisme, littéralement. Et en fait, aujourd'hui, c'est drôle parce que ce qui a fait le succès d'Albert Londres à l'époque en ferait un journaliste probablement mis au banc de la profession aujourd'hui. Donc, il est complètement dans la subjectivité assumée, dans son regard très occidental, dans un monde colonialiste, voilà, qui va découvrir l'exotisme. Enfin, c'est assez frappant et pas du tout déontologique. Donc, c'est juste pour dire que déjà, la figure de qu'est-ce que c'est un journaliste, c'est quelque chose d'assez difficile à cerner et de vraiment mouvant dans l'histoire. Ensuite, tout à l'heure j'ai insisté sur un truc, il y a une vraie question sur est-ce que les éditorialistes justement sont des journalistes, est-ce que ce qu'ils font c'est ce métier-là. Moi, je n'en suis pas certain. Le journaliste, c'est quelqu'un d'invisible à l'origine, hein. C'est-à-dire que c'est une signature en bas d'une colonne dans sa forme première d'apparition, et ensuite dans leur reportage télé, dans leur reportage radio, c'est un nom à la fin du sujet, et normalement dans la plupart on va dire des grands sujets, il s'efface derrière la narration qu'il va construire, et donc en fait c'est quelqu'un qui nous prête ses yeux à nous les spectateurs, à nous les lecteurs. Et l'idée, en fait, quand on parle de neutralité, c'est plutôt qu'il nous prête vraiment ses yeux sans mettre des filtres, des lunettes pour trafiquer la vision. Mais c'est en tout cas, c'est là où j'allais chercher l'honnêteté intellectuelle, une forme de sincérité de positionnement. Donc en vrai, la plupart des journalistes, on les voit pas. Ils sont des anonymes, et souvent la réalité aujourd'hui c'est que ce sont aussi des gens qui sont de moins en moins exceptionnels, qui sont de moins en moins nantis. C'est un métier qui s'est beaucoup prolétarisé, et en fait la grande majorité des ouvriers qui fabriquent l'énorme masse d'informations qu'on avale, voilà, sont des gens comme toi et moi, des petites gens même modestes et qu'on ne voit pas. Par contre, c'est créé cette figure des éditocrates. Pour moi, elle vient d'un espèce de fusion bizarre qui s'est passée dans les années 80, quand on a voulu créer ces journaux sur les formats de la grand-messe. Et quand on dit sur le format de la grand-messe, c'est au sens littéral. C'est-à-dire qu'on a mis le présentateur, qui est pour moi la première forme d'éditocrate, c'est-à-dire il commente, il ne fait pas le reportage, mais il commente, il va lâcher une petite vanne, un petit truc. L'exemple le plus fort, c'était Jean-Pierre Pernaut.
qui pouvaient faire ou défaire une élection sous couvert de neutralité journalistique méfaite, parce que par exemple sur la campagne Sarkozy Royal, c'était hallucinant. Chaque sujet sur Ségolène Royal, il lâchait une petite vanne, une bombe, un machin, un commentaire, ou même un soupir, ou même un chip, tu vois. Enfin, il y avait toujours un petit truc, un petit détail qui sapait complètement tout ce qu'on venait de regarder. Et en fait, de ça, de cette hypertrophie de la visibilité du présentateur, découle derrière l'hypertrophie de la visibilité de l'éditorialiste, qui en plus, lui, dans le journal, par exemple, il a sa photo à côté de son article. C'est le seul du journal. Et du coup, il y a une confusion, je pense, qui est certainement d'ailleurs entretenue entre ces mascottes, parce qu'en fait, c'est plutôt des mascottes dans des rédactions, et le journaliste qui pour moi, ça fait partie de sa fiche de poste presque, est une personne invisible. Ok, et tu as parlé d'essayer d'être juste en tant que journaliste, de ton point de vue. C'était ça qu'il fallait essayer de se rapprocher, de tenter en tout cas. C'est ça, être juste, c'est au sens de la justesse, c'est-à-dire la justesse comme en musique, qui sonne juste. Qui sonne pas dissonant. Et c'est très différent de vrai, et c'est très aussi différent aussi de la justice, au sens du judiciaire et de la loi. Ça, c'est une obligation du journalisme, ça fait partie du consensus social. Pour pouvoir exister dans le champ de la société, il doit respecter la loi. Et c'est un truc de base. Mais la justesse et la justice, c'est pas exactement la même chose. Parfois, être juste, c'est transgresser aussi la justice, et on le voit avec d'ailleurs des mouvements autour du journalisme comme Forbidden Stories, qui sont donc des consortiums de journalistes internationaux qui vont récupérer des enquêtes de journalistes qui ont été mis en prison, assassinés, harcelés, empêchés de travailler, et qui vont mener à bien et à bout ces travaux-là. Merci pour cette précision. Effectivement, justesse, justice n'est pas nécessairement à comprendre ensemble. Tu as parlé donc de la honte aussi avec le rapport à la société. Vous avez pas mal développé autour de ça. Ce qui me ferait dire que la honte, du coup, est liée à une époque. La honte peut être liée aussi à un courant moral ou des courants moraux, mais c'est aussi lié à une société. Je pensais, pendant que vous parliez, en fait, en Inde, on a cette caste des intouchables, c'est 15% de la population, mais certains vont jusqu'à se cacher le visage parce que ils ont honte, mais on leur fait sentir cette honte. On ne veut pas les voir, on ne veut pas les regarder. Il y a vraiment cette puissance de la honte jusqu'à se rendre invisible. Alors là, tu cites un exemple d'une ampleur assez phénoménale, et c'est même le ciment. C'est le ciment de toutes les autres cases que de rejeter les intouchables. Et tout est organisé et réfléchi autour de cette caractérisation très explicite de la honte et du champ honteux. Il y a même des entreprises qui sont consacrées en Inde à venir désinfecter les maisons et les endroits où des intouchables seraient passés. Parce que pour certaines castes, ça peut être contaminant. Et c'est très intéressant. On voit là vraiment de manière crue et sans filtre complètement comment les hontes sont des éléments structurants et fédérateurs même au sein d'une société. On se fédère dans une colère collective par rapport à une honte collective. C'est intéressant de voir comment en 1870, par exemple, la défaite de la France face à la Prusse a été un ciment incroyable pour pouvoir balancer dans les tranchées de 14-18 l'essentiel de la jeunesse de France, et comme on a dit, la fleur au fusil. Parce que cette honte-là a permis de fédérer un élan nationaliste, un élan de haine, de revendication, un élan guerrier d'une ampleur inédite dans l'histoire de l'humanité. Quand tu me dis ça, je pense du coup au rôle du bouc émissaire dans un groupe. Est-ce que tu vois un rapport ? Évidemment, complètement. Et dans tout groupe d'ailleurs, il existe un bouc émissaire. Il est le paratonnerre de la honte du groupe. Et en fait, il sert à fédérer le groupe. Enfin, c'est un excellent exemple. Et on voit d'ailleurs que la bouc émissarisation, elle se fait dans la famille, dans l'entreprise, à l'échelle du pays, enfin vraiment à toutes les strates des interactions sociales. Et il semblerait qu'on en aurait besoin presque, parce que force est de constater que ça existe vraiment dans toutes les dimensions de la sociabilité humaine. Il n'y a pas, à ma connaissance, un exemple qui échappe à ça.
quelqu'un qui me disait un jour, si tu ne trouves pas le bouc émissaire dans un groupe, pose-toi des questions. Il me disait ça en clin d'œil. Exactement, exactement. Une question qui m'est venue, alors je te la pose, et si elle te convient pas ou si t'as pas de, y a pas de souci. Je me suis demandé si nos hontes étaient corrélées ou l'importance de nos hontes était corrélée à l'importance de nos valeurs. Est-ce que tu vois, plus les valeurs sont fortes, et plus la honte va se manifester aussi de façon forte ou violente? Oui, moi je l'aurais juste dit dans l'autre sens. C'est plus la honte se manifeste de façon forte et violente, et plus les valeurs vont être ancrées derrière. Pour moi, la valeur est une conséquence directe d'une honte, et d'une honte qu'on chérit. Pour le coup, j'ai parlé à un moment des hontes qu'on peut chérir aussi dans la vie. Bah, moi, il y en a certaines que je chéris. Par exemple, en tant qu'occidental, mes parents m'ont élevé dans la voiture, ils jetaient tout par les fenêtres. Ils fumaient dans la bagnole, ils jetaient les mégots par terre, il y avait des papiers, des gâteaux qu'on a mangés, ils ouvraient la fenêtre. Enfin, c'était l'aspirateur magique, quoi. On ouvrait les fenêtres sur l'autoroute. Et j'ai fait ça petit aussi parce que c'était ce qu'on me montrait comme modèle. Et aujourd'hui, j'ai super honte de ça, d'avoir fait ça, d'avoir participé à ça. Et du coup, je ramasse les mégots partout où je peux. Je suis un sandar ambulant. Et c'est un peu une petite mission que je me suis donnée pour réparer cette honte-là. Et je chéris cette honte. Et je trouve que c'est très bien que je l'ai. Et bien sûr, hein, les mégots que je ramasse vont pas renverser la face du monde, mais dans mon échelle personnelle, ça me permet de plus la subir et de la rendre explicite dans mon quotidien. Ok, tu en as fait quelque chose qui te rend fier. Voilà. Voilà, et même si ça ne parle qu'à moi, parce que c'est une toute petite chose, mais déjà celle-là, je la fais. Bah, le regard, quand on se voit dans le miroir, où on se trouve beau par ses actes, tout autant que par peut-être la grâce de son visage, peu importe. Mais par ses actes, à un moment donné, je trouve ça super, tout simplement. Moi, j'ai même la croyance qu'on peut difficilement se trouver beau esthétiquement si on ne se trouve pas beau par ses actes. C'est complètement lié. Alors, je vais en revenir à la politique tout à l'heure. Je me suis demandé dans quelle mesure la peur de la honte ne pouvait pas devenir un cercle vicieux, inhibiteur et morbide. C'est-à-dire tellement peur d'avoir honte que on ne bouge plus, on n'essaye plus, on ne tente plus. Complètement. Bah, c'est un des comment dire, une des nécessités hein, du traitement thérapeutique de la honte, c'est qu'à pas mal d'endroits, elle est envahissante, paralysante. Si je devais faire une image vulgarisée, c'est un peu comme une alarme qu'on a à l'intérieur, sauf que l'alarme un jour déconne et elle se met à hurler à pleine balle tout le temps, toute la journée, nuit et jour, qu'il y ait un problème ou pas de problème. Et du coup, on est absorbé par ce son envahissant, par c'est presque un acouphène quoi, permanent. Et donc, il y a évidemment des personnes, des parcours où on est tellement aux prises avec une peur de mourir, avec une peur d'être exclu, d'être rejeté, qu'on va vivre effectivement dans une honte paralysante, engluante. Et même, je dirais, au niveau sociétal, je l'exposais tout à l'heure, je pense qu'il y a certains mouvements de la société que nous n'arrivons pas à faire alors qu'on a les connaissances, on a les moyens, on a les richesses nécessaires, mais on ne fait pas les choses parce qu'on est bloqué, englué dans ces endroits de honte et qu'on est encore à débattre avec des Donald Trump et des Éric Zemmour de savoir si le changement climatique c'est des opportunités touristiques ou si c'est vraiment lié à l'activité humaine. Pour moi, parce que en fait ces personnages-là, ils incarnent une réaction de la honte. Ils incarnent la honte de générations d'hommes blancs bien mis qui n'arrivent pas à s'entendre dire que leur vision de monde est en train de causer la perte de l'humanité et que leur vision du monde doit être oubliée, changée pour que leurs enfants puissent prospérer. C'est quand même inédit, hein, ça. Je pense d'avoir une génération dont les enfants ne peuvent pas adopter le modèle parce que sinon ils meurent. Et ça, ça vient toucher du coup des hontes collectives, à mon avis, très 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 sévères. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qu'on développe hein, dans notre spectacle le Syndrome de Michel, qui joue en ce moment au Palais des Glaces. J'en profite pour faire de la pub. On travaille en fait sur cette question, le lien entre la honte et la déconstruction. Et comment est-ce que c'est un empêcheur de se déconstruire. C'est vrai que j'ai l'impression parfois que ces gens n'ont pas d'enfants. Moi, je me souviens de paroles, alors pas de ma génération, mais
de parents qui voulaient que leurs enfants fassent des études pour ne pas être mineurs comme moi, ou alors je caricature évidemment, mais cette idée que l'enfant puisse vivre dans un monde où, du point de vue des parents, ça soit plus facile pour lui. Et ces gens-là ont des enfants, je le sais, et c'est comme s'ils ne se préoccupaient que de leur temps, à leurs 60 ans, 70 ans de cumul, et pas du tout du bien vivre de leurs enfants. C'est assez étonnant. Alors, est-ce que c'est encore ce rapport, comme tu disais, de la honte qui fait qu'on ne veut plus regarder, qu'on ne veut plus voir ce qui se passe? Je pense que ces personnages portent des masques en fait, c'est-à-dire que ce que nous envoyons, ce à quoi nous avons accès n'est pas représentatif de ce qui les traverse vraiment. Et en fait, ils occupent des créneaux, un peu comme à la Formule 1, on a une écurie et voilà qui va nous donner une bonne voiture qui va plus ou moins vite que celle du voisin. Et en fonction de l'écurie qu'on occupe, on gagne la course ou pas, en dehors de nos talents de pilote d'ailleurs. Et j'ai l'impression, pour moi, enfin mon analyse après avoir grenouillé 7 ans très très proche des décideurs politiques et notamment dans ces milieux-là, pour moi, sont des gens qui sont dans des postures et ils occupent une niche quelque part entre guillemets. Voilà, alors, parfois c'est pas une niche parce qu'ils peuvent être élus, mais voilà, ils incarnent une tendance, quitte à être dans une dissonance cognitive absolue avec ce qu'ils sont eux-mêmes dans le quotidien. Pour moi, un exemple assez frappant, c'est quand même Éric Zemmour. Quand on prend le temps de lire ses articles ou ses livres, il incarne lui-même un contraste personnel assez frappant avec ce qu'il prône dans ses idées, dans ses textes, quoi. Alors je vais aller du coup vers ma question sur les politiques. La honte et la politique, pour moi, c'est très sidérant en tant que spectateur extérieur. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, je m'en lasse, comme tu dis, parce que j'ai l'impression que chacun est dans une posture qui est nécessaire à ce que le système tienne et que tout ça se sert les uns des autres gentiment. Et je me disais justement, honte et politique, moi depuis des années, j'ai l'impression qu'on a affaire à des animaux politiques qui sont des sortes de 4x4. On les retrouve dans des affaires, on les retrouve dans différentes choses. Alors si on peut remonter très loin. Et pour autant, ils se présentent toujours. Pour autant, ils reviennent comme si de rien n'était, bracelet électronique ou pas à la cheville. Moi, je suis très justement sur cette notion de honte. J'ai l'impression que je ne pourrais pas faire leur parcours car j'aurais honte et honte sidérée bien plus tôt qu'eux. Alors, est-ce que c'est des profils de ton point de vue toujours? Est-ce que c'est des profils psychologiques particuliers? Est-ce que c'est des sociopathes? Est-ce que c'est des sans foi ni loi? C'était un terme qui a été employé tout à l'heure. Est-ce que pour eux la fin justifie les moyens? Comment tu aborderais le fait que ces gens, malgré tout, se représentent, reviennent avec cette liste de faits pas très glorieux? On a écrit un épisode de Et tout le monde s'en fout qui s'appelle Les politiques, qui est exactement consacré à ce point précis. Il y a un ancien ministre des Affaires étrangères britannique qui s'appelle David Owens, qui qui était psychiatre en dehors d'être ministre des Affaires étrangères, et il a émis une approche aujourd'hui qui est rentrée dans le champ scientifique autour des théories de l'hubris. Et en fait, l'idée, c'est plutôt la toxicité du système politique qui fabrique des sociopathes plutôt que l'inverse. Pour une raison déjà structurelle, c'est que la mécanique du système politique, je prends celui des démocraties qui ressemblent à la nôtre, implique que pour faire campagne, on véhicule l'idée qu'on va satisfaire le plus grand nombre. Et dès qu'on est élu, dès qu'on gouverne, gouverner, c'est choisir, c'est trancher et c'est décevoir. Et donc déjà, il y a cette espèce d'exercice complètement schizophrène de positionnement, d'incarnation par sa personne en tant que candidat de ces deux polarités et de ces deux temps qui sont consubstantiels du temps de la campagne et du temps de l'exercice du pouvoir. Ensuite, il y a des études assez précises qui ont été faites notamment sur des groupes de singes et qui montrent, c'est fascinant, comment le maintien dans une position dominante, ça concerne la politique, mais c'est vrai pour l'entreprise, c'est vrai pour le monde des médias, c'est vrai en fait pour tous les endroits où il y a du pouvoir dans le groupe social. L'exercice du pouvoir trop longtemps va faire que notre circuit de neurones se reforme un peu différemment. On va avoir des inhibitions disparaître à certains endroits et qui vont faire des personnages complètement hallucinants. On a l'impression qu'ils n'ont plus de surmoi. Comme un Sarkozy, un Dominique Strauss-Kahn, enfin ce genre de personnage, un François Fillon, c'était assez spectaculaire le crash de François Fillon et le déni de la honte jusqu'au bout et comment à un moment donné ils ont dû débrancher le malade de force en fait parce que il s'arrêtait plus quoi. Et donc voilà, pour moi très clairement il y a une matrice éminemment toxique
de comment la politique se fait, comment elle s'exerce, et notamment qui est liée au moyen de pouvoir être élu. Une notion très simple, très claire pour le système français, c'est qu'il n'existe pas en France de système de financement de la vie politique qui soit transparent et équitable. Donc en fait, toute campagne politique, si on prend les présidentielles qui intéressent le plus grand nombre, mais c'est vrai aussi pour les scrutins intermédiaires, ce sont des investissements sacrificiels énormes. Et en plus, à l'endroit d'une pyramide, c'est-à-dire que c'est pas une personne qui met ses économies, comme on a un peu l'illusion aux États-Unis, les grands capitaines d'industrie qui deviennent candidats. C'est des groupes entiers, des structures, des partis, des associations qui vont se donner corps et âme, travailler quasiment gratuitement dans des conditions horribles au service d'un seul qui pourra en vivre. Ce qui est terrible en plus, c'est que cette entreprise pyramidale est une vraie pyramide de Ponzi et elle est assumée dès le début. Il n'y a que la tête qui sera professionnelle, il n'y a que la tête qui sera choisie et qui aura une rétribution. Donc déjà, cette mécanique-là, cette obligation-là, fait que l'élu, la tête de pont de la campagne, elle doit manipuler ses troupes, elle doit leur faire croire qu'on va changer le monde, on va y arriver, il faut se sacrifier, il faut tout donner, alors qu'en fait c'est tout le contraire qui se passe quand on est élu. Quand on arrive au pouvoir, il faut gérer. Il faut gérer dans le cadre qui est préexistant, qui est prévu, et donc il faut maintenir le système. C'est l'exercice du pouvoir, c'est toute la tension entre la conquête et l'exercice du pouvoir. Donc là déjà, on a un premier élément de réponse. Et ensuite, moi de ce que j'ai vu, de ce que j'ai expérimenté, ce sont des univers humainement d'un niveau de maltraitance qui sont inouïs. C'est-à-dire les individus se nient en permanence, on est dans le champ quasiment de la quête chevaleresque, du sacerdoce, de la vie monacale, quoi. On ne voit pas sa famille, on ne voit pas ses amis, on est mis dans une position 100% des liens humains qui nous sont adressés sont potentiellement intéressés. Et ça fait partie du jeu. Et donc, on est enfermé dans la fameuse tour d'ivoire, qui est en fait un concept intérieur, vraiment, d'isolement de l'individu. François Hollande est un exemple cliniquement fascinant de ce truc-là. Je vous renvoie au livre Un président ne devrait jamais dire ça de Davé et l'homme, journaliste de Mediapart, donc qui ont recueilli les fantastiques et fascinantes confessions de François Hollande. Voilà. Je sais plus, 400-500 pages, enfin c'est énorme, et le mec balance tout parce qu'il est au bout de sa vie de cette toxicité du système politique, où il est tout seul à errer comme une âme en peine dans le palais de l'Élysée vide la nuit, et où même son majordome a plus de vie que lui, quoi. Donc il y a aussi cette dimension de quand on est élu, on devient une sorte d'esclave de son mandat. Un peu comme la reine d'Angleterre, c'est l'opposé de l'esclave dans la vision classique avec ses chaînes. C'est-à-dire que c'est une autre forme d'esclavage. Elle ne s'appartient pas. Elle appartient au royaume. L'élu, lui aussi, quelque part, il appartient à son mandat. Et ça nécessite tellement de sacrifices que derrière, certains types, je pense à Dominique Strauss-Kahn, pourtant brillant, hyper intelligent, pas du tout soupçonnable d'être capable de prendre des jets à 3 heures du mat pour faire Bruxelles-Amsterdam et aller dans des bordels, pourtant ils font ça. Ils ont des trucs comme ça explose, vous voyez, la tension. Voilà, une compensation complètement, qui pour moi sont des compensations équivalentes aux sacrifices qu'ils s'infligent, quoi. Et avec je crois beaucoup à cette compensation sur l'équilibre. C'est-à-dire que quand quelque chose est poussé très loin, le sacrifice par exemple pour la survie du système, la compensation autre va être aussi très forte et aller très loin parfois dans les perversions. Et je trouve un épisode assez incroyable, éclairant là-dessus, c'est dans les nombreuses affaires Darmanin, il y a ce récit qui n'est pas invalidé du coup par la justice ni par les faits, sur Gérald Darmanin qui profite de ses premières fonctions d'élu pour négocier des faveurs sexuelles. Et en fait, c'est intéressant de regarder ce qui ressort de cette affaire. Il semblerait qu'il ait bien tenté
d'obtenir des faveurs sexuelles, mais que ça ne constitue pas de délit. Et donc en fait aujourd'hui, le truc passe en mode c'est ok, ça s'est passé et c'est un peu la monnaie de la pièce quoi. C'est voilà, lui qui a beaucoup donné, le pauvre Gérald qui n'a pas de vie, qui est un no-life de la politique, quand même, il peut avoir sa petite gratification, sa gauloiserie, son troussage, comme on a dit à l'époque pour Dominique Strauss-Kahn, avec une mensuétude qui était en France en tout cas assez frappante, j'ai trouvé moi. Est-ce que ça finit pas par attirer comme un filtre ce genre de profil, de ton point de vue? Parce que là, tu as évoqué vraiment la transformation, et je vais dans ton sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le pouvoir, à un moment donné, la position, l'impression que c'est ce qu'on attend de nous, fait qu'on va évoluer dans sa posture, consciemment et souvent inconsciemment, dans sa relation à l'autre aussi. Mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quand même aussi, tiens, j'ai le pouvoir, je vais pouvoir me permettre d'autres choses qui sont peut-être au départ embryonnaires, mais qui sont un bon endroit pour faire éclore. Enfin, je me dis, en fait, le juste ne serait peut-être pas dans ces endroits-là. C'est ça que je me dis sur la notion d'être juste. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un peu le truc de l'œuf ou la poule. Hein. Est-ce que le système toxique fabrique les politiques, ou est-ce que c'est parce qu'il est toxique qu'il attire des gens compétents là-dedans? En fait, comme l'œuf et la poule, l'œuf précède la poule. Donc pour moi, à l'origine, il y a quand même d'abord une matrice d'organisation du pouvoir qui est fondamentalement toxique, que ce soit la monarchie classique ou la monarchie présidentielle ou voilà les systèmes qu'on a réussi à mettre en place jusqu'ici. Et donc je pense que à force, effectivement, il y a un double effet et ça attire aussi des gens qui ont des capacités, des compétences là-dedans. Je pense qu'un Emmanuel Macron, par exemple, c'est quelqu'un qui est caractérisé par sa grande jeunesse aussi. Et c'est quelqu'un, moi personnellement, je trouve qu'il a quelque chose d'assez terrifiant humainement. À l'intérieur, on faut de lui qui est pas très loin de la dissociation perverse, quoi. Et pour moi, là, c'est typiquement un profil qui est hyper calibré pour ce genre de milieu de faux requin et qui s'y sent comme un poisson dans l'eau. Maintenant, voilà, c'est très difficile, voilà, de dire à quel endroit ça va pousser l'autre, quoi. Je pense que ça s'internourrit. Ouais, c'est ça, ça marche. On va sortir un peu des politiques et je me suis posé la question, selon toi, est-ce qu'un fort empathe ou quelqu'un qui aurait une intensité d'empathie un peu plus importante que d'autres, est-ce que c'est possiblement aussi quelqu'un qui aura une plus grande propension à la honte? Est-ce que l'empathie et la honte, tu y vois une connexion? C'est possible. C'est possible. La question de l'empathie, c'est un très vaste sujet. Mais oui, une personne qui se revendiquerait douée d'empathie, à mon sens, doit être capable de percevoir les inconforts de manière presque un peu instinctive pour pas amener l'autre à perdre la face, à se mettre en situation d'humiliation. Prendre soin de l'humiliation, évidemment, fait partie de l'empathie. Donc, je pense oui, c'est quelque chose de corrélé. Après, est-ce que on a nécessairement plus de honte parce qu'on ressent plus les choses que vivent les autres? Alors, je sais, ce qui est difficile, c'est que selon les parcours individuels, il y a des hontes qui vont marquer et rester très empreintes sur certains et passer comme de l'eau sur une toile cirée sur d'autres. C'est assez compliqué. Donc je crois que l'empathie, elle nous met au contact. Après, parfois, ces hontes peuvent rester en nous ou pas. Et donc voilà, je pense qu'il y a des empathes qui sont capables de ressentir ce que traverse l'autre, mais de pas forcément l'avaler. C'est ce que font un certain nombre de thérapeutes qui travaillent à cet endroit-là. S'il y a très peu d'approches thérapeutiques sur le sujet de la honte, c'est notamment parce qu'il implique que les thérapeutes fassent ce travail sur eux-mêmes. Et ça, c'est très difficile. Et il y a très peu de gens qui ont la vulnérabilité et le courage corrélé pour y aller. Mais ça existe. Alors, recevoir des patients, on avait reçu Carlos Tinoco qui, à un moment donné, évoquait ce besoin de passer lui-même à recevoir des patients pour aller plus loin sur son propre travail personnel. Donc voilà, quand je t'entends dire ça, ça me fait penser à au départ on travaille avec des professionnels et puis à un moment donné parfois accompagner les autres et ça va nous forcer à continuer à travailler sur nous
parce que les autres nous renvoient aussi vers nous par rapport à ce qu'ils exposent. En tout cas, continuer à se poser des questions par rapport à son parcours et essayer d'être en résilience. Tout à fait. Et moi, je dirais, c'est même, c'est ma croyance, en tout cas, c'est un passage obligé. C'est-à-dire que dans le parcours thérapeutique, il y a un moment, et on est tous plus ou moins confrontés à ça, où on peut tomber dans une forme de complaisance. Et on peut aussi être dans un jeu quasi interminable de cicatriser une plaie, arracher la croûte, cicatriser la plaie, arracher la croûte, et y revenir en continu. Je dis pas qu'il faut pas remettre comment dire, l'ouvrage sur le métier régulièrement, bien sûr. Il y a surtout des traumas, des pathologies graves, ça prend du temps à dépasser. Mais il y a une limite aussi au fait de se complaire dans la misère, dans l'état de victimaire, dans ces malheurs existentiels, de s'identifier indéfiniment aux traumas qui ont fondé notre identité. On en est l'héritier, mais on n'est pas que ça. Et c'est très important de n'être pas que ça, parce que c'est dans cet espace aussi qu'on peut, je pense, connecter à la vie, quoi, et à autre chose que l'état de survie. Est-ce qu'on peut dire que du coup le fait de prendre conscience est la voie pour éviter justement de transmettre ou d'en faire une légende personnelle? Vraiment être au plus près de la conscience, de la compréhension de ce qui s'est passé pour soi? Et de la douceur, parce que tu as évoqué ton enfant intérieur, et à un moment donné, le prendre dans les bras, je crois que tu as évoqué ça, c'est une image qui est forte pour moi, le prendre dans les bras, lui dire, oui, à l'époque, voilà ce que tu as vécu, mais maintenant, on est dans une autre situation et on peut changer les choses, le cours des choses. Oui, tout à fait, mais ça mérite quand même de s'arrêter sur qu'est-ce que ça veut dire la conscience, quoi. C'est la différence entre connaître et savoir. Une thérapeute que j'aime beaucoup dit tant qu'une information elle ne passe pas dans le muscle, c'est peanuts, ça sert à rien, ça reste dans la tête. Et ça marche aussi sur le travail de la honte. Il y a un moment donné où ça doit passer entre guillemets de la tête au corps et être vécu. Je sais pas comment dire, le nez dans le caca, quoi. On ne peut pas faire cette économie là. Et donc ça veut dire ça, conscience, c'est pas juste savoir. Je dis ça parce que justement il y a des charlatans qui se cachent derrière juste le mental et le savoir, une idée, et qui vont pas faire le travail jusqu'au bout avec les tripes, avec la vulnérabilité, avec les endroits où ça pique aussi et dont on peut pas faire l'économie. Mais oui, une fois posée cette précision, oui évidemment, c'est le chemin. Maintenant, il faut être modeste. Il y a tout un tas de choses qui sont bien plus grandes que nous. Et moi, j'ai longtemps cru qu'à l'échelle de mes petits bras, j'allais pouvoir arrêter les catastrophes transgénérationnelles qui se transmettent depuis des milliers d'années. Mais en fait, je suis juste un être humain mortel et limité, et on peut pas tout empêcher. Par contre, on peut donner une coloration, on peut lever certains voiles, on peut faire en sorte que ce qui soit transmis soit différent de ce qu'on a reçu et un peu meilleur. Mais on peut pas tout enlever. Ça nous appartient pas, parce que aussi les générations qui nous suivent et nos enfants, ils ont leur marge à eux, ils ont leur chemin à faire, et on peut pas leur prendre aussi ce chemin d'émancipation qu'ils doivent faire eux-mêmes. Est-ce qu'on peut dire que la proposition, c'est de ne pas passer de la honte à la culpabilité, dans ce que tu viens d'évoquer? Comme tu dis, tout ne nous appartient pas, il n'y a pas nécessairement à culpabiliser, on peut conscientiser, on peut ressentir la honte, puis à un moment donné, se pardonner aussi d'être un de ces éléments de la transmission, en faisant attention, et moi j'entends aussi peut-être en étant inspirant. Dans ma compréhension des choses, je le dirais juste à l'inverse, c'est-à-dire que la culpabilité, c'est ce qui précède l'accès à la honte. C'est-à-dire que d'abord, on se sent coupable d'un truc, on est dans le malaise, c'est un peu flou, on a du mal à mettre le doigt dessus, et quand on fait ce travail de clarification de ce sentiment de culpabilité qui est souvent stérile et immobilisant, derrière, on arrive à toucher à la honte. Et quand on arrive à faire ce travail de verbalisation, de regarder en face, on peut
amoindrir l'intensité de la honte. Moi, j'aime bien l'idée de remettre du mouvement dans ce qui est cristallisé. Et donc revenir à quelque chose de souple et de fonctionnel. Et parfois, qui peut aller jusqu'à la dissolution si c'est nécessaire. Mais la plupart du temps, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la dissolution. Elle reste là, notre honte, elle fait partie de nous, mais elle n'est plus paralysante ou empêchante, quoi. Elle est juste indicative. Okay. Et l'indication est fondamentale. Ouais. Je te rejoins tout à fait sur la notion de corporalité. Parce que ça me fait penser à ça, quand l'information venant du corps, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi le ventre? Pourquoi le plexus? Pourquoi... Et que tant qu'il n'y a pas eu, ok, conscientisation, il y a la conscientisation, c'est une chose, mais tant qu'il n'y a pas eu ancrage dans le corps, tant qu'il n'y a pas eu... L'information n'est pas encore là, l'information n'est pas encore digérée, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que ça tout à fait. Et on a même parfois des mécanismes incroyables pour garder bien bloqué dans notre tête les informations les plus déterminantes pour notre bien-être et notre bonheur. Et j'ai croisé des gens qui sont morts avec les solutions en tête, mais l'incapacité de passer l'info dans le muscle. Et c'est désespérant, ça fait mal au cœur, quoi. Ouais. Est-ce que je parlais d'être inspirant tout à l'heure? Est-ce qu'il y aurait, pour conclure, c'est ma dernière question, si on te trouvait inspirant sur quelque chose par rapport à cette thématique, t'aimerais inspirer sur quoi? Qu'est-ce que tu pourrais transmettre? Que les gens, t'aimerais bien qu'ils entendent et fassent... Je crois que je serais assez content si j'arrive à transmettre cette espèce d'espace qui me semble assez contradictoire et paradoxal, où on arrive à faire la paix et à chérir certaines de ces hontes, quoi, à se mettre au diapason du fait qu'on n'en meurt pas. On n'en meurt pas. Et ça, pour le coup, c'est une information qui est très difficile à faire passer dans le muscle. Probablement, c'est une des plus difficiles de la condition humaine. Et du coup, j'aimerais bien transmettre cette espèce de gourmandise qu'on peut avoir à aller sur ces chemins-là qui nous rebutent, qui nous font peur, qui nous donnent envie de détourner le regard, qui sont exactement en fait l'endroit où on ne veut pas aller, et qui pourtant recèlent, j'en suis persuadé, les ressources de notre salut individuel, quoi, et collectif. Donc ça serait regarder les parts à l'ombre, ça serait quelque chose dans ce côté-là aussi, se réunifier. Ouais. C'est ça, et puis c'est en fait, j'aimerais bien pouvoir inspirer quelque chose qui touche au yin et au yang, peut-être, c'est-à-dire cette capacité à aller dans le blanc et dans le noir, et que ce soit ok, et que ça fasse partie d'un même tout. Et parce que je trouve qu'on est très clivé aujourd'hui, dans un manichéisme existentiel, sociétal, mortifère. Le noir, le blanc, pour simplifier tout. Je crois qu'en tout début de notre entretien, disons trop simplifié. Ok. Je te remercie énormément pour ton partage. Comme je disais, une grande densité, une grande profondeur, et puis quelqu'un d'érudit, ma foi. Il y a de la recherche. Quand tu as dit je ne suis pas thérapeute, je crois que tu l'as dit à plusieurs reprises, on sent quand même que le parcours a été... parce que j'entends le terme de méta, j'entends le terme de congruence. Il y a des choses sous le pied, j'ai envie de dire, d'un point de vue parcours personnel. Donc, bravo déjà aussi pour avoir eu ce courage. Non, mais bravo. Puis bravo de partager, de prendre ce temps que tu nous as offert et que tu apportes aussi aux internautes. Donc bravo de partager tout ça, que ce soit sous la forme des programmes, que ce soit sous la forme d'un spectacle. Bravo pour ce partage, parce que c'est aussi une énergie que tu offres aux autres. Et pour que les choses changent, je pense que notre énergie, ça aussi, ça peut être inspirant, notre énergie peut être tournée vers les autres pour essayer de rendre ça plus joyeux, plus léger et plus positif pour tous. Enfin, c'est ma croyance. Merci, ça me touche beaucoup, puis merci du coup de rendre possible ce partage, parce que c'est bien de vouloir partager, mais il faut des espaces pour pouvoir le faire. Moi, j'ai la chance d'avoir du coup des tribunes, et vous faites partie maintenant de ces tribunes, donc merci du fond du cœur d'avoir eu le courage d'aller dans ce sujet qui est pas simple et qui est pas forcément le plus cliquable, et qui est pourtant fondamental et très utile. Donc bravo à vous d'avoir eu aussi ce courage et de m'avoir laissé cet espace, c'est hyper précieux. Merci beaucoup, Marc.
Merci beaucoup Marc pour ta confiance, pour ce témoignage poignant, cet échange sincère, riche, dense, vivant et humain. Merci à toi et vraiment d'avoir déployé cet espace pour parler de ce sujet dans le temps long. C'est hyper rare, c'est pas un sujet facile, donc bravo, et je pense que ça bouge une ligne hyper importante dont le monde a besoin. Bah merci à toi d'avoir bougé cette ligne-là dans le temps imparti. On aurait pu faire plein d'autres choses et on a fait ça et j'en suis très fier. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu. Et surtout n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!